Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire émouvante et transformatrice au sujet d'une expérience de mort imminente, qui offre des leçons profondes sur la vie, l'espoir, et une grande révélation sur l'avenir. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, car j'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner maintenant et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On commence! Je m'appelle Silas Moreau, et j'ai grandi à Spokane, Washington. J'ai toujours été un adepte de la routine. Ma journée commençait tôt, avec un café rapide, un sac à dos sur l'épaule et une course pour attraper le bus scolaire. Ce matin-là en particulier, le ciel était clair et l'air frais promettait une belle journée. Je ne savais pas que tout était sur le point de changer. C'était un cours d'éducation physique comme les autres, et le professeur M. Callahan, un ancien militaire à la voix de tonnerre, insistait pour que chacun donne son maximum lors du test de course. « Allez les gars, ce n'est pas seulement une question de vitesse, c'est une question de résilience », criait-il alors que nous courions sur la piste. J'étais rapide, pas le plus rapide, mais toujours suffisamment compétitif pour essayer de surpasser les autres. À côté de moi se tenait Lisa Harper, ma meilleure amie depuis l'âge de 8 ans. Elle était déterminée et pleine d'énergie. « Allez Silas, ne va pas laisser une bande de débutants te battre, n'est-ce pas ?» Elle taquinait en souriant. J'ai ri, mais j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Ma poitrine semblait serrée, comme si quelque chose d'invisible me comprimait. J'ai ignoré cela, pensant que c'était juste l'effort de la course. « Ça va, Silas ?» Lisa a demandé, remarquant que mon expression changeait. « Juste un peu fatigué », murmurai-je, essayant de dissimuler, mais la sensation a empiré. Mon cœur a commencé à battre trop vite. Le monde autour de moi est devenu flou, et il semblait que le son de la piste s'éloignait. Les rires et conversations des autres élèves sont devenus un bourdonnement lointain. J'ai essayé de m'arrêter, mais mes jambes n'obéissaient pas. Le poids sur ma poitrine était insupportable. Tout est allé très vite. J'ai senti mon corps tomber en avant. J'ai entendu Lisa crier mon nom. Puis, plus rien, un vide absolu. Quand j'ai ouvert les yeux, je m'attendais à voir le plafond de l'infirmerie ou les visages inquiets de mes camarades. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À la place, j'étais allongé sur quelque chose de froid et rugueux, du béton. Je me suis relevé lentement, sentant mon corps étrange, presque comme si je flottais. J'ai regardé autour de moi et je n'ai rien reconnu. La cour, les élèves, même le ciel. Tout avait disparu. À la place, il y avait une obscurité et une destruction. Des débris recouvraient le sol comme un tapis de cendres et l'air était lourd, difficile à respirer. Au loin, je voyais des bâtiments effondrés et des voitures abandonnées, certaines encore fumantes. Une odeur âcre de brûlé imprégnait tout. J'ai appelé Lisa, mais ma voix a résonné sans réponse. J'ai marché parmi les débris, mes pieds heurtant des morceaux de béton et de verre. Un son lointain, comme une lamentation, a brisé le silence. Qu'est-ce que c'était? Était-ce un rêve? Mort? Il y a quelqu'un ici? Ma voix semblait petite dans ce vaste décor dévasté. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le ciel. Les ruines tombaient lentement, presque comme des flocons de neige, mais étaient noires et chargées de tristesse. Me sentant perdu, j'ai continué à marcher, espérant trouver quelque chose qui expliquerait où je me trouvais. Mais la solitude de cet endroit semblait tout engloutir autour de moi. Chaque pas semblait résonner dans un monde sans vie, et c'est alors que je l'ai aperçu. Au loin, une silhouette solitaire se distinguait parmi les ruines. Un homme vêtu de blanc se tenait en silence. Il semblait ne pas appartenir à ce décor. Ses yeux, je ne peux pas oublier ses yeux. Ils étaient pleins de tristesse, mais aussi d'une compassion qui m'a fait sentir que je n'étais pas complètement perdu. Quand j'ai essayé de m'approcher, il a disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Tout autour de moi a commencé à tourner, et avant que je puisse comprendre, une lumière intense a tout envahi. Quand la lumière éblouissante a disparu, j'ai réalisé que j'avais été transporté dans un endroit encore plus étrange et perturbant. Je me tenais au centre d'une ville, mais tout autour de moi était méconnaissable. Là où il aurait dû y avoir des bâtiments, des rues animées et des gens, il n'y avait plus que des ruines. Des débris de béton et de métal étaient éparpillés partout, et des poteaux électriques tordus pointaient vers le ciel comme des doigts accusateurs. L'air était dense, lourd, et l'odeur de brûlé était si forte qu'elle me faisait tourner l'estomac. Des cendres continuaient de tomber comme une pluie constante, recouvrant tout d'un manteau fantomatique de gris et de blanc. C'était comme si le monde lui-même était mort, ne laissant derrière lui que les vestiges de son agonie. En marchant lentement, essayant d'absorber ce que je voyais, j'ai commencé à remarquer les détails. Une voiture calcinée était arrêtée au milieu de la rue, ses vitres fondues. À côté, un vélo d'enfant renversé, avec une roue qui tournait encore, comme si quelqu'un venait de l'abandonner. La vision a rempli ma poitrine d'un vide profond, presque suffocant, et puis, j'ai vu les gens, ou plutôt ce qu'il restait d'eux, des corps gisaient au sol,
certains couverts de poussière, d'autres partiellement enterrés sous les décombres. Certains étaient en position de fuite, comme s'ils avaient tenté d'échapper à ce qui s'était passé ici. Le silence était absolu, sauf pour le son occasionnel d'une structure s'effondrant au loin. Mon esprit tournait avec des questions. Où étais-je? Que s'était-il passé? Étais-je mort? Était-ce l'enfer? Mon cœur battait à tout rompre, et chaque pas était plus difficile que le précédent. Je voulais crier, mais c'était comme si ma voix avait été emportée avec le bruit du monde. C'est alors que, au loin, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter. La silhouette de l'homme en blanc était de retour. Il se tenait au milieu de la rue, de dos, regardant les décombres, comme s'il observait quelque chose de bien au-delà de ce que mes yeux pouvaient voir. Il y avait une sérénité inquiétante dans sa posture, mais aussi une profonde tristesse qui semblait remplir l'air autour de lui. « Hé !» ai-je crié, ma voix enfin sortie, bien que rauque et tremblante. « Qui êtes-vous? Que se passe-t-il » Il n'a pas répondu. Lentement, il a tourné la tête dans ma direction, et ses yeux ont croisé les miens. C'était comme si le temps s'était arrêté, son regard était indescriptible. Il y avait de la tristesse, oui, mais aussi autre chose, de la compassion, de la compréhension, et un message qui semblait chuchoter directement à mon âme. Vous devez voir. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, le sol a commencé à trembler sous mes pieds. Les bâtiments autour ont commencé à s'effondrer comme des châteaux de sable, et le ciel est devenu rouge, comme s'il était en flammes. La silhouette a de nouveau disparu, me laissant seul au milieu du chaos croissant. Soudain, tout autour de moi a commencé à se dissoudre, comme une peinture que quelqu'un effaçait avec de l'eau. J'ai été pris de vertige, tandis que le monde changeait à nouveau. Je ne savais pas où j'allais, mais quelque chose me disait que ce n'était pas encore fini. Lorsque l'environnement s'est finalement stabilisé, j'ai réalisé que j'étais dans un endroit complètement différent, une salle pleine de technologie, de cris et de voix pressées. C'était comme si j'avais été transporté au cœur d'une décision qui définirait le destin de nous tous. Quand mes sens se sont ajustés, j'ai réalisé que j'étais dans une salle qui semblait sortie d'un film de guerre. Des moniteurs de haute technologie couvraient les murs, clignotant avec des cartes et des graphiques, montrant des mouvements militaires. Des sirènes retentissaient de façon insistante, remplissant l'air d'une tension inescapable. Hommes et femmes en uniforme se déplaçaient frénétiquement entre des stations de travail, criant des instructions et des rapports les uns aux autres. Un grand écran central affichait l'image d'une fusée montant vers le ciel. Il était impossible d'ignorer l'éclat intense de la flamme qui propulsait cette machine mortelle. Autour de l'écran, des visages inquiets observaient chaque mouvement. Les mots « lancement hostile possible » étaient mis en avant en rouge dans le coin supérieur. « Quelle est la confirmation » cria un homme robuste, qui semblait être le commandant. Il portait une insigne l'identifiant comme le capitaine Joshua Lark. Sa voix était ferme, mais il y avait une trace de désespoir dedans. Quelqu'un peut-il me dire si c'est réel ou une erreur de système? Une femme, apparemment l'analyste-chef, répondit avec un ton nerveux. Les données indiquent que la fusée est armée, monsieur. Origine inconnue, mais la trajectoire la place comme une menace directe. Le capitaine plissa les yeux, la sueur coulant sur son front. Il tourna lentement une clé attachée au panneau devant lui, activant une série de lumières rouges. Un silence momentané s'empara de la salle, brisé seulement par le son des sirènes. Tout le regardait. « Protocole de représailles, monsieur » demanda un jeune officier à côté de lui. Sa voix était hésitante, presque suppliante, presque suppliante. « Nous n'avons pas le choix » répondit le capitaine, sa main flottant au-dessus d'un grand bouton au centre du panneau. Une alerte rouge clignotait. « Si c'est une attaque, nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. » J'observais tout attentivement, bien que personne ne semble remarquer ma présence. C'était comme si j'étais un spectateur invisible, condamné à regarder, tandis que le destin de millions se décidait. Je voulais crier et empêcher, mais ma voix semblait prise dans ma gorge. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur ?» L'analyste parla à nouveau, sa voix tremblante. « Si nous appuyons sur ce bouton, cela peut déclencher quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. » Le capitaine la regarda dans les yeux, son expression chargée de conflit. « Si nous n'appuyons pas, nous risquons d'être détruits. » Est-ce ce qu'ils veulent, Sarah? Que nous restions là à attendre. Mais la tension était palpable. Les secondes s'étiraient comme des heures, et je pouvais sentir le poids de la décision que l'homme était sur le point de prendre. Puis, il ferma les yeux un moment, prit une profonde inspiration, et d'un mouvement rapide, il appuya sur le bouton. Une sirène plus forte retentit, et la salle se remplit de cris et d'alarmes. Les écrans commencèrent à montrer des missiles lancés de plusieurs bases. Chaque point sur la carte représentait une riposte en cours, et les lignes qui traversaient le globe indiquaient un conflit aux proportions catastrophiques. « Monsieur, nous détectons des réponses de plusieurs nations !» cria un autre officier. « Est une réaction en chaîne ?» Les lumières dans la salle commencèrent à clignoter, et le chaos prit le dessus. Je regardais tout, incapable de détourner les yeux. Le capitaine, qui quelques instants plus tôt semblait si résolu, avait maintenant le visage pâle et les mains tremblantes. «
C'était comme s'il comprenait ce qu'il venait de déclencher. Et alors je l'ai vu à nouveau. L'homme en blanc était là, debout au fond de la salle, observant. Son regard était fixé sur moi cette fois, comme s'il disait « Comprends-tu maintenant ?» Mais avant que je puisse comprendre, toute la salle commença à se dissoudre autour de moi. Le son des sirènes devint un écho lointain, et la lumière des écrans fut remplacée par une lueur aveuglante qui me rendit complètement aveugle. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un nouvel endroit. C'était comme si je flottais dans l'espace, observant la Terre de loin, et ce que j'ai vu fit battre mon cœur. Lorsque la lumière intense diminua, je réalisai que je n'étais plus dans une salle, mais flottant dans l'espace. Je pouvais voir la Terre, une sphère bleue et vibrante, mais quelque chose allait terriblement mal. Des lignes lumineuses traversaient les cieux, des missiles intercontinentaux lancés de toutes les parties du globe. C'était un spectacle terrible de destruction imminente. J'ai vu les explosions se produire en temps réel, l'une après l'autre. Chaque point de lumière qui apparaissait sur le globe marquait l'impact d'un missile. Les villes, autrefois pleines de vie, étaient effacées comme des bougies au vent. La vision était brutale. Depuis l'espace, la Terre semblait être consumée par les flammes. Ce qui était autrefois une planète vibrante devenait maintenant un mosaïque de destruction et de désespoir. La scène était un cauchemar. Les lumières des grandes métropoles s'éteignaient, une à une. New York, Londres, Pékin, Tokyo, Los Angeles, chaque ville succombait à l'impact, ne laissant derrière elle que l'obscurité. Mon cœur se serrait à chaque nouvelle explosion et un sentiment d'impuissance m'envahissait. Il n'y avait rien que je puisse faire. Rien. Soudain, ma perspective changea. Rien. Soudain, ma perspective changea. Je n'étais plus seulement en train de flotter. C'était comme si j'étais attiré plus près. Maintenant, je pouvais voir les rues des villes qui avaient été détruites. Des restes de bâtiments étaient éparpillés comme des jouets brisés. Les gens couraient désespérément, essayant de sauver ce qui ne pouvait plus être sauvé. Un son assourdissant retentit lorsqu'un autre missile frappa une ville. La onde de choc était si puissante qu'elle semblait traverser tout, y compris mon corps. Même en sachant que je n'étais pas physiquement là, je ressentais chaque impact. J'ai vu des enfants pleurer, des familles se serrer pour la dernière fois, et des foules courir sans but. C'était la fin du monde tel que nous le connaissions. Et puis, il apparut à nouveau, l'homme en blanc. Il était à mes côtés, regardant la planète avec une expression mêlant une profonde tristesse et quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Il ne dit rien, mais son regard me disait tout. C'était l'œuvre de l'orgueil humain, de la méfiance, de la cupidité. Ce n'était pas inévitable, mais c'était choisi. Pourquoi ? Les mots sortirent enfin de ma bouche. Ma voix n'était qu'un murmure chargé de douleur et de confusion. Pourquoi cela est-il arrivé ? Pourquoi n'avez-vous rien fait ? Il se tourna vers moi, son visage serein, mais ses yeux reflétaient le poids de générations innombrables. Ce n'était pas mon choix. Sa voix résonna dans mon esprit, claire et compatissante. C'était le leur, c'était celui de tous. Je voulais argumenter, crier, trouver un moyen de justifier ce qui se passait, mais il n'y avait pas de justification. La destruction n'était pas le résultat d'un événement isolé, ce n'était pas une question d'un seul bouton pressé. C'était le résultat d'années, de décennies, de siècles de mauvaises décisions, de priorités faussées, de haine accumulée. Alors que je continuais à observer, la scène changea de nouveau. Je vis la planète dans son ensemble, et cette fois, il n'y avait pas de missile, mais un vide. Le monde était sombre, sans lumière, sans mouvement. C'était comme si la Terre avait perdu toute vie. Un silence absolu remplissait l'espace, et la beauté vibrante de la planète avait été remplacée par quelque chose de mort. L'homme en blanc tendit la main, et pendant un moment je ressentis quelque chose d'étrange, une chaleur, un espoir. Il y a encore le temps, dit-il, sa voix résonnant comme un écho lointain, mais cela dépend de vous. Avant que je ne puisse demander ce qu'il voulait dire, je fus de nouveau tiré vers une autre vision. Mon corps fut poussé vers le bas, et ce que je vis fut encore plus dévastateur. Un monde où la destruction avait déjà eu lieu, et les survivants vivaient parmi les ruines. Quand la chute cessa, je me suis retrouvé dans un endroit qui semblait être pris entre la vie et la mort. Le paysage devant moi était aride et désolé, marqué par de vastes étendues de terre sèche et craquelée. Ce qui avait pu être des forêts n'était plus que troncs brûlés et tordus, comme des doigts squelettiques pointant vers le ciel nuageux et sans couleur. Il n'y avait pas de son d'oiseau, de vent ou de quelconque signe de vie. Seulement un silence inquiétant qui faisait qu'à chaque pas que je faisais, il ressemblait à un cri. Je marchais lentement, essayant de comprendre où j'étais. Au loin, j'ai vu une ville dévastée, ses bâtiments en ruine, comme si une force invisible les avait déchirés. J'ai marché vers les débris, attiré par ce qui semblait être du mouvement. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il y avait des survivants. Ils étaient peu nombreux, regroupés dans des coins sombres, recroquevillés comme des animaux effrayés. Leurs corps étaient maigres,
couverts de vêtements sales et déchirés. Leur visage était marqué par la faim, le désespoir et, par-dessus tout, par une profonde méfiance les uns envers les autres. J'ai vu un homme et une femme se battre férocement pour un morceau de pain moisi. La femme tenait un petit enfant dans ses bras qui pleurait sans cesse. « C'est à moi !» cria l'homme, sa voix rauque et rageuse. « Je l'ai trouvé le premier. S'il vous plaît, c'est pour mon bébé !» suppliait la femme, les larmes coulant sur son visage poussiéreux. L'homme, cependant, ne montrait aucune pitié. Il saisit le pain et s'enfuit, laissant la femme tomber au sol, pleurant en serrant sa fille. La scène était comme un coup de couteau au cœur. Qu'était-il arrivé à l'humanité? Comment en sommes-nous arrivés là? Mon esprit se tourna vers les visions précédentes, vers ce que j'avais vu dans le centre de commandement et dans l'espace. C'était le résultat, pas seulement des missiles, mais de tout ce qui était venu avant. Des années d'égoïsme, de cupidité et de méfiance, enracinées dans chaque décision. J'ai continué à marcher dans la ville, essayant de trouver quelque chose, n'importe quelle chose qui pourrait offrir de l'espoir. Je suis passé par des rues recouvertes de débris, où des groupes de personnes fouillaient les ordures à la recherche de nourriture ou d'eau. J'ai vu une bagarre éclater à un coin de rue, lorsqu'un homme tenta de voler ce qui semblait être une bouteille d'eau à un autre. La lutte s'est terminée rapidement, avec l'un d'eux tombé au sol, immobile. Mais ensuite, quelque chose de différent attira mon attention. Au milieu du chaos, j'aperçus un petit groupe rassemblé dans un bâtiment partiellement détruit. Ils étaient assis en cercle, partageant quelque chose, peut-être de la nourriture, peut-être des histoires. En m'approchant, j'ai entendu des voix douces chanter une mélodie qui semblait familière. C'était un hymne. Il y a un refuge en Dieu, même dans la tempête, chantait-il. Leur voix était faible, mais était pleine de quelque chose qui manquait au reste de ce monde. La foi. Au centre du cercle, une femme aux cheveux gris distribuait de petits morceaux de pain. Ce n'était pas beaucoup, mais chacun recevait avec gratitude. Je sentis quelque chose bouger en moi. « Êtes-vous perdu, jeune homme ?» a-t-elle demandé, avec une voix douce. « Je sais pas », ai-je répondu, me sentant plus vulnérable que jamais. Elle m'a offert un morceau de pain, petit et simple, mais plein de signification. « Tenez, dit-elle. Même dans les moments de désespoir, nous pouvons toujours partager ce que nous avons. » En mangeant, je réalisais qu'il y avait quelque chose de sacré dans cet instant. Dans un monde qui semblait avoir tout perdu, il restait ceux qui refusaient d'abandonner leur humanité. C'était comme si la foi ancrait ces gens, les empêchant d'être consumés par le chaos environnant. Et puis, comme attiré par une force invisible, l'homme en blanc réapparut à côté du petit groupe. Il me regarda, ses yeux pleins de calme, mais aussi d'urgence. Je savais qu'il y avait plus à voir, plus à comprendre. Avant que je puisse dire ou demander quelque chose, j'ai été tiré dans une autre vision. Cette fois, l'obscurité fut remplacée par une lumière douce et chaleureuse. Quand j'ai ouvert les yeux, la différence fut immédiate. Il n'y avait pas de chaos, pas d'obscurité. J'étais dans une petite salle, éclairée par une lumière douce, qui semblait émaner de bougies ou de lampes anciennes. L'atmosphère était simple, mais accueillante. Les murs étaient usés par le temps, avec des morceaux de peinture écaillés, mais décorés de tableaux montrant des passages bibliques. Au centre, se trouvait une table en bois rustique, autour de laquelle quelques personnes étaient réunies. Le contraste était presque choquant. L'atmosphère ici était complètement différente de tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Il n'y avait pas de cris, de disputes ou de désespoir. À la place, il y avait des voix tranquilles et des chants doux qui remplissaient l'air d'une paix inexplicable. J'observais, tandis que le groupe, composé d'environ 10 personnes, partageait un morceau de pain qui semblait trop petit pour nourrir tout le monde. Malgré cela, chaque personne recevait sa part avec un sourire et un recueillement silencieux. Il y avait quelque chose de sacré dans ce geste. C'était comme si ce simple acte de partage était plus important que la nourriture elle-même. Une femme aux cheveux gris dirigeait le groupe. Elle avait une expression sereine, mais ses yeux transmettaient force et détermination. « Souvenez-vous, dit-elle, sa voix ferme, mais douce. Le Seigneur est notre berger. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. » Ces mots étaient accompagnés de murmures d'acquiescement. Et un homme plus jeune qui semblait lutter contre la fatigue, répondit « Mais combien de temps pouvons-nous tenir ? Le monde extérieur est perdu. Il n'y a plus rien pour nous. » La femme posa la main sur son épaule et répondit avec un sourire calme. « Tant que nous avons la foi, tant que nous avons les uns les autres, nous ne sommes pas perdus. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais ce que nous portons dans nos cœurs. » Je continuais d'observer, fasciné. Quelque chose en moi commença à changer. Dans tous les scénarios que j'avais vus jusqu'à maintenant, le chaos, la destruction, le désespoir, je n'avais jamais ressenti quelque chose de similaire. Un espoir authentique, une paix qui semblait défier la logique. Une femme à l'arrière commença à chanter, sa voix douce remplissant le silence. Sa voix douce remplissant le silence. Les autres se joignirent bientôt à elle. La mélodie était familière,
un ancien hymne que ma grand-mère avait l'habitude de chanter lorsque j'étais enfant. Et même lorsque les tempêtes viendront, mon cœur trouvera refuge en toi. Il était impossible de ne pas être ému par cette musique. Je sentis un nœud se former dans ma gorge, et des larmes commencèrent à couler sur mon visage, sans que je m'en rende compte. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Peut-être était-ce à cause du contraste avec tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Ou peut-être était-ce parce que, pour la première fois, je ressentais quelque chose que j'avais oublié, l'espoir. C'est alors que l'homme en blanc apparut de nouveau. Mais cette fois, il était à l'intérieur du cercle parmi ces gens, il ne dit rien, mais son regard était fixé sur moi. C'était comme s'il me demandait « Comprenez-vous maintenant ?» Je voulais répondre, mais j'étais sans mots. Je ne pouvais que regarder en retour, laissant mes larmes parler pour moi. Il hocha légèrement la tête, comme s'il savait ce que je pensais. Avant que je puisse m'approcher ou poser des questions, la salle commença à disparaître lentement, comme si elle était enveloppée par un voile de lumière. Les voix du groupe continuaient d'écho, tandis que tout autour de moi se dissolvait. Soudain, j'étais de nouveau seul, entouré par une obscurité silencieuse. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas un vide oppressif, mais un espace tranquille, comme un lieu de réflexion. L'obscurité autour de moi était silencieuse, mais pas oppressante. C'était comme un espace suspendu dans le temps, un intervalle entre tout ce que j'avais vu et quelque chose de nouveau qui était encore à venir. Le poids des visions précédentes était frais dans mon esprit. La dévastation, la souffrance, le désespoir, mais aussi l'espoir trouvé dans la salle de prière. Mon cœur était plein de questions, mais avant que je puisse les formuler, une voix résonna claire et profonde. « Silas !» C'était la même voix que j'avais entendue avant, lorsque le homme en blanc avait apparu. Il était là de nouveau, mais cette fois, pas comme une figure distante ou silencieuse. Il était devant moi et ses yeux rencontrèrent les miens avec une intensité qui semblait pénétrer mon âme. « Comprenez-vous ce que vous avez vu ?» demanda-t-il, sa voix sereine, mais chargée de sens. Ce n'était pas une accusation, mais une question qui exigeait de l'honnêteté. Je respirais profondément, essayant d'organiser mes pensées. Je pense que oui, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Mais je sais toujours pas pourquoi. Pourquoi me montrer tout cela? Il s'approcha, et il y avait quelque chose dans sa présence qui était à la fois réconfortant et accablant. Parce que vous deviez voir. Parce que ce que vous avez vu n'est pas seulement un futur possible, mais un reflet des choix que l'humanité a fait depuis longtemps. Je secouai la tête, essayant d'absorber ces mots. Mais tout cela était à cause d'un missile. D'une décision? Demandai-je, me rappelant du centre de commandement et du moment où le bouton fut enfoncé. Il fit une pause avant de répondre. Le missile n'était que le déclencheur. La véritable destruction a commencé bien avant, Silas. Elle a commencé avec l'égoïsme, l'orgueil, la cupidité, avec l'incapacité de pardonner et de faire confiance. Ce sont les véritables ennemis de l'humanité, pas les armes ou la technologie. Ces mots flottèrent dans l'air, et je me retrouvais à réfléchir à tout ce que j'avais vu. Les disputes pour la nourriture, les décisions impulsives dans le centre de commandement, et même la façon dont les gens dans la salle de prière trouvaient de la force dans la foi et la solidarité. Tout semblait connecté. Alors, que puis-je faire? Demandai-je ma voix tremblante. Je suis juste une seule personne. Comment puis-je changer quelque chose d'aussi grand et d'aussi cassé? Il sourit doucement, un sourire qui semblait contenir la sagesse des âges. Vous n'avez pas besoin de changer le monde entier, Silas. Commencez simplement avec ce qui est à votre portée. Vivez avec objectif. Aimez, pardonnez, faites confiance et inspirez les autres à faire de même. Les plus grands changements commencent par de petits pas. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et, pendant un moment, je ressentis une chaleur remplir ma poitrine. Ce n'était pas comme si tous les problèmes du monde avaient disparu, mais il y avait une sensation que, peut-être il restait encore de l'espoir. Un espoir qui dépendait des choix de chacun. Vous avez vu ce qui peut arriver, continua-t-il. Mais vous avez aussi vu que, même au milieu de la destruction, il y a ceux qui ne renoncent pas. L'humanité est capable de grandes erreurs, mais aussi de grands actes d'amour et de rédemption, ne l'oubliez jamais. Je le regardais, et des larmes commencèrent à couler à nouveau sur mon visage. Je promets, dis-je, ma voix étranglée. Je promets de faire ma part. Il hocha la tête et, pendant un moment, tout redevint silencieux. Lorsque je levai les yeux, il avait disparu. Mais sa présence était encore palpable. L'espace autour de moi commença à changer et je sentis comme si j'étais ramené à la réalité. Quand j'ouvris les yeux, j'étais dans un endroit familier. Les lumières fluorescentes et le son lointain de machines surveillant les signes vitaux me dirent que j'étais à l'hôpital. J'étais revenu. Le son rythmique d'un moniteur cardiaque emplit mes oreilles, me ramenant à la réalité. Je clignai des yeux plusieurs fois, essayant d'ajuster ma vision à la lumière blanche et froide de l'hôpital. Le plafond en carreaux blancs et les murs stériles confirmèrent que j'étais de retour. Mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement l'environnement qui semblait différent. Silas,
La voix de Lisa brisa le silence, pleine d'inquiétude et de soulagement. Pleine d'inquiétude et de soulagement. En me tournant, je vis son visage, ses yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle était assise à côté de mon lit, tenant ma main avec force, comme si elle avait peur de me perdre à nouveau. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, se penchant en avant. « Tu t'es évanoui en cours d'éducation physique. J'ai pensé que... » Sa voix se brisa, et elle serra encore plus fort ma main. J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche. Lisa le remarqua, et me tendit rapidement un verre d'eau. Après quelques gorgées, ma voix revint enfin, bien que hésitante. « Je vais bien, je pense. Je vais bien, je pense. » murmurai-je, en regardant autour de moi, comme si j'essayais encore de comprendre où j'étais. « Que s'est-il passé ?»« Tu t'es effondré soudainement, » expliqua-t-elle. « Ton cœur s'est arrêté pendant quelques instants, Silas. Ils ont dû te réanimer avant de t'amener ici. C'était effrayant. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Mon cœur s'était arrêté. Cela expliquait la sensation d'être entre la vie et la mort, mais n'expliquait pas ce que j'avais vu. Les visions étaient encore vivantes dans mon esprit, aussi vives que le monde réel. Je fermais les yeux un moment, essayant d'assimiler le tout. Lisa continuait de parler, mais sa voix semblait lointaine. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était les images de destruction, la salle de commandement, la salle de prière, et l'homme en blanc. Mon esprit tournait avec des questions, mais en même temps, il y avait une étrange sensation de clarté. Je savais que je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. « Silas ?» interpella Lisa à nouveau pour capter mon attention. « Tu m'écoutes ? Ça va ?» Je la regardais, réalisant à quel point elle semblait inquiète. « Oui, je t'écoute », répondis-je. Mais mon ton était distant. Comment pourrais-je expliquer une chose pareille ? Comment raconter à quelqu'un que j'avais vu la fin du monde et en même temps un aperçu d'espoir ? Avant que je puisse dire autre chose, un médecin entra dans la chambre. C'était un homme d'âge moyen avec un sourire professionnel, mais fatigué. « C'est bon de vous voir réveillé, Silas, » dit-il en vérifiant mon dossier. « Vous nous avez fait peur. Votre effondrement a été sérieux, mais les examens montrent que vous êtes stable à présent. Pourquoi me suis-je évanoui ?» demandai-je, ma voix chargée de curiosité et de peur. « C'était grave ?» Le médecin hésita un moment avant de répondre. « Nous enquêtons toujours, mais il semble que ce soit un épisode cardiaque, quelque chose d'inhabituel pour quelqu'un de votre âge et condition physique. Mais parfois, ces choses arrivent. Nous ferons plus d'examens pour nous assurer que tout va bien. » Il continua à parler des précautions et du repos, mais mon esprit était ailleurs. Ce n'était pas juste un évanouissement, je le savais. Ce que j'ai expérimenté était plus qu'un incident médical. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose de spirituel. Le médecin termina ses instructions et sortit, laissant Lisa et moi seuls à nouveau. « Tu es silencieux, » dit Lisa, se penchant pour m'observer. « Tu penses à ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» J'acquiesçais lentement. « Lisa, j'ai vu des choses que... je ne sais même pas comment expliquer. C'était comme si j'étais ailleurs. J'ai vu le monde se détruire. J'ai vu des gens se battre pour survivre, mais j'ai aussi vu de l'espoir. » Elle me regarda, confuse et inquiète. « C'était un rêve à cause de ton évanouissement. » « Ce n'était pas un rêve, » répondis-je avec fermeté. Cela semblait réel, plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Lisa hésita, mais serra ensuite ma main à nouveau. « Quoi qu'il en soit, tu es ici maintenant. Et si c'était important, cela signifie peut-être quelque chose. Peut-être devrais-tu découvrir quoi en faire. » Ces mots restèrent avec moi. Lisa avait raison, je ne savais pas pourquoi j'avais été choisi pour voir tout cela, mais je savais que je devais faire quelque chose à ce sujet. En regardant par la fenêtre de l'hôpital, vers le ciel qui commençait à se teinter d'orange avec le coucher de soleil, une sensation de but grandit en moi. Les jours suivants à l'hôpital furent un mélange de silence et d'introspection. Tandis que les médecins et les infirmières allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux et effectuant des examens, mon esprit restait fixé sur les visions que j'avais expérimentées. Ce qui m'avait été montré n'était pas seulement une série d'images, c'était un appel, un message urgent. Et je ne pouvais pas simplement revenir à ma vie comme avant, en ignorant tout ce qui s'était passé. Lisa venait me rendre visite chaque jour, apportant une énergie chaleureuse qui m'aidait à garder les pieds sur terre. Parfois, elle me faisait rire avec ses histoires sur les élèves de l'école, mais d'autres fois, elle restait simplement assise en silence, tenant ma main pendant que je regardais le plafond, perdu dans mes pensées. « Tu sortiras de cette expérience avec quelque chose de plus grand, Silas, » dit-elle un de ces jours, sa voix douce mais pleine de conviction. « Je sais que tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, mais peut-être que tu dois juste commencer petit, murmurai-je pour moi-même. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et cette nuit-là, tandis que l'hôpital plongeait dans un silence presque absolu, je compris enfin. Je n'avais pas besoin de sauver le monde entier d'un coup. Ce n'était pas mon rôle de corriger les erreurs de toute l'humanité, mais je pouvais changer la façon dont je vivais, comment je traitais les autres, et peut-être, juste peut-être cela inspirerait quelqu'un à faire de même.
Quand j'ai été autorisé à sortir, retourner à la maison fut un soulagement. Tout semblait familier, mais en même temps, tout semblait différent. Le simple acte de marcher sur le trottoir jusqu'à ma porte était une expérience renouvelée. Le vent caressait mon visage, et le son des feuilles bruissantes était plus clair que jamais. C'était comme si le monde autour de moi essayait de me rappeler sa beauté, malgré tout ce que j'avais vu dans les visions. Cependant, la sensation de normalité était temporaire. La première nuit de retour, je m'assis au bord du lit, regardant le sol, perdu dans mes pensées. Tout semblait si futile maintenant. Les notes scolaires, les soucis pour l'avenir, les disputes insignifiantes. Comment pouvais-je continuer à vivre de la même manière, sachant ce que je savais? J'ai décidé que je devais faire des changements, en commençant par les personnes autour de moi. Le lendemain, je suis allé voir Lisa. Elle était à la bibliothèque de l'école, feuilletant un livre de biologie. « Hé, l'ai-je appelé ?» Elle m'a regardé avec un sourire chaleureux. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé. « Tu sembles différent. »« Je vais bien, répondis-je, m'asseyant à côté d'elle. « Et tu as raison. Je suis différent. J'ai vu des choses qui m'ont fait réaliser que tout ce que nous faisons compte. Je veux commencer à faire la différence, même si c'est petit. » Elle a incliné la tête, curieuse. « Comme quoi ?»« Comme être plus présent, expliquai-je. Être là pour les gens, écouter davantage, aider où je peux. Je ne veux plus vivre comme si rien n'importait. » Lisa sourit. À ce moment-là, je sentis que j'étais sur la bonne voie. J'ai commencé à mettre en œuvre de petits changements dans mon quotidien. J'ai aidé un camarade qui avait des difficultés en mathématiques, même en sachant que je n'en tirais rien en retour. J'ai commencé à visiter un foyer d'accueil local le week-end où je servais des repas aux sans-abri. Chaque geste, aussi minime soit-il, semblait créer une petite onde d'impact positif. À mesure que les jours se transformaient en semaines, je réalisais que les changements internes commençaient à influencer les personnes autour de moi. Lisa, qui avait toujours été solidaire, se joignit à moi au foyer. D'autres camarades commencèrent à remarquer mon comportement et, curieusement, commencèrent à agir différemment aussi. Ce n'était pas une transformation magique ou immédiate, mais c'était suffisant pour me redonner espoir. Les visions que j'avais eues à l'hôpital restaient présentes dans mon esprit, mais à présent, au lieu de me paralyser, elles me poussaient. Elles étaient des rappels constants que nos choix, même s'ils semblent simples, ont le pouvoir de façonner le monde autour de nous. Cette nuit-là, avant de m'endormir, je fermai les yeux et je fis une simple prière. Merci de m'avoir donné une nouvelle chance. Aidez-moi à rester sur le bon chemin, même lorsque ce sera difficile. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une paix que je ne pouvais expliquer. Le lendemain arriva avec un soleil doux entrant par les fentes de ma fenêtre. La lumière semblait différente maintenant, plus accueillante, comme si elle portait un message de renaissance. Je me levai lentement, respirant profondément, et pensais à quel point cet acte simple de se réveiller semblait être un cadeau. Chaque nouveau jour était une opportunité de recommencer, de faire quelque chose de significatif, même si petit. Ma vie était loin d'être extraordinaire, mais cela ne me dérangeait plus. J'ai commencé à trouver de la joie dans les petites choses, le rire d'un enfant dans le parc, le bruit de la pluie sur le toit, la chaleur d'une tasse de café entre les mains. Toutes ces choses, qui auparavant passaient inaperçues, étaient désormais des rappels que la vie, malgré ses imperfections, était précieuse. À l'école, les changements commencèrent à attirer l'attention, non parce que j'essayais d'impressionner quelqu'un, mais parce que mes actions semblaient résonner auprès des gens autour de moi. Un camarade nommé Brian, connu pour être réservé et quelque peu amer, m'arrêta un jour après les cours. « Hé, Silas » commença-t-il hésitant, « j'ai remarqué que tu agis différemment, plus tranquille, enfin, comment tu fais ?» La question me surprit, mais je souris, je me contente de me concentrer sur ce qui importe, tu sais, sur les gens, sur le moment présent. Il est facile de se perdre avec tout ce qui se passe autour de nous, mais je crois que nous pouvons choisir comment réagir. Brian fronça les sourcils, clairement en train de réfléchir à mes paroles. « Je n'y avais jamais pensé comme ça, avoua-t-il. Peut-être que je vais aussi essayer ?» Ces brefs instants, ces conversations apparemment banales, commencèrent à s'additionner. Chaque interaction était une opportunité de planter une graine, même si je ne voyais pas immédiatement les résultats. J'ai compris que mon objectif n'était pas grandiose ou tape à l'œil. C'était simplement d'être une influence positive, un point de lumière au milieu de l'obscurité. Cependant, tout n'était pas facile. Il y eut des moments où je me sentis découragé, surtout face à la réalité du monde. Les nouvelles de conflits, de catastrophes naturelles, et la division constante entre les gens me touchaient encore. Dans ces moments-là, je me souvenais des visions, en particulier de la salle de prière. Ces personnes, bien qu'entourées par le chaos, trouvaient de la force dans la foi et la solidarité. Ce fut au cours de l'un de ces moments de doute que Lisa apparut chez moi. Elle tenait une enveloppe à la main et un sourire sur le visage. « Tu voudras voir ça ?» dit-elle en me tendant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de remerciement du foyer où nous avions l'habitude d'aider. Ils évoquaient comment notre présence avait inspiré d'autres bénévoles et comment les dons avaient augmenté depuis que nous avions commencé à nous engager. Un nœud se forma dans ma gorge en lisant.
C'était la preuve que, même sans s'en rendre compte, nous faisions la différence, tu vois? Dit Lisa, en croisant les bras. Je t'avais dit que commencer petit fait la différence. Je lui souris, reconnaissant pour son amitié et son soutien constant. Tu avais raison, comme toujours. Avec le temps, j'ai réalisé que mon chemin n'était pas de changer le monde entier, mais de vivre avec un but et avec foi. Il ne s'agissait pas de parler à des foules ou d'écrire des livres sur mon expérience. Il s'agissait de vivre chaque jour comme une opportunité d'aimer, d'aider et d'inspirer. La vision que j'avais eue n'était pas une sentence pour le monde, mais un avertissement. Et plus important encore, une invitation à choisir un chemin différent. Chaque choix, chaque geste de bonté, chaque acte d'amour, était une manière de bâtir un avenir meilleur. Cette nuit-là, tandis que je regardais les étoiles par la fenêtre de ma chambre, je sentis une présence calme, comme si l'homme en blanc était là avec moi. Je fermai les yeux et souris. Son message était clair. Il y a encore de l'espoir. Et cet espoir vivait maintenant en moi.